Elle n'avait pas de tête. Alors les gens se sont mis à dire, mais c'est Mary Gallagher qui est à la recherche de sa tête. Les maisons, tout comme la lumière, attirent l'énergie. La lumière attire les moustiques vers elle, les maisons attirent l'énergie. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle une ouverture, un portail entre deux mondes. Je savais que si je détournais le regard, personne ne le saurait, car j'étais le seul à le voir. En 1879, à Montréal, des policiers sont appelés dans l'appartement de 2 prostituées. Une malédiction va désormais marquer leur misérable logement. En 2005, des chasseurs de fantômes sont autorisés par la ville de Mississauga à enquêter sur une demeure au passé trouble. Chance ou malchance? En 1941, une riche héritière épouse un philanthrope millionnaire. Ils ont tout pour être heureux, mais une fatalité s'acharne sur leur domaine. Malédiction à dossier mystère. Lorsque des événements associés entre eux se succèdent de manière désastreuse, la plupart des gens, à tort ou à raison, qualifient cette série noire de malédiction. Mais la fatalité n'agit pas d'elle-même. N'y a-t-il pas dans le cours de ces événements des coïncidences, des malheureux hasards ou des gestes qui frappent notre imagination et notre sensibilité? Des images fortes qui réveillent nos angoisses. L'époque victorienne, avec son puritanisme et son questionnement sur l'au-delà, était propice à ces peurs irrationnelles. Les malédictions étaient alors au cœur des moindres drames, comme le suggère l'étrange histoire de Mary Gallagher. Hésitant, le jeune John Troy, 13 ans, pousse la porte de l'appartement situé au second étage du 242 de la rue William. Plus tôt dans la journée, sa mère, qui occupe l'appartement d'en dessous, a entendu un vacarme épouvantable, des éclats de voix et un bruit sourd, comme quelque chose qui tombe sur le sol. Ensuite, tout s'est arrêté. Puis, vers 12h30, le vacarme a repris avec force. Madame Troy a eu l'impression que quelqu'un coupait du bois à coups de hache. Le bruit était si fort que des plaques de plâtre se sont détachées du plafond. C'est là qu'elle a décidé à demander à son fils d'aller y jeter un coup d'œil. En franchissant le seuil, l'adolescent est frappé par une odeur fétide. Dans la chambre étendue sur le lit, un homme ronfle bruyamment et, dans la cuisine, un autre dort assis sur la table. Mais le plus déconcertant, c'est cette troisième personne qui gît étendue près du poêle dans une mare de sang. Ses membres sont droits et rigides. Plus troublant encore, la femme, parce qu'il s'agit bien d'une femme, n'a plus de tête. Elle a été décapitée. Le 27 juin 1879, en soirée, le constable Neil McKinnon, qui effectue une ronde dans le quartier miséreux de Griffintown, note un attroupement inhabituel. Il y a des policiers qui sont en patrouille. On sait qu'il y a un poste de police qui est à proximité. Alors, les policiers, ça prévoit un attroupement devant la maison de Susan Kennedy, Jacob Myers. Et eux autres, ils connaissent Susan Kennedy. Ils savent que c'est une femme qui est en boisson. Elle n'est pas facile d'approche. Je dis, regarde, on va pas là tout de suite, on va aller chercher des renforts. L'agent retourne au poste de la rue Young et en revient avec ses collègues Thomas Riley et Zéphirin Bélanger. Munis de lampes tempête, les policiers sont confrontés à une scène d'horreur. Sur le plancher, gît le corps d'une femme. Elle a été décapitée. Sa tête se trouve d'ailleurs dans un seau laissé tout près. Elle a les yeux grands ouverts et ses pupilles dilatées semblent fixer les policiers horrifiés. La femme a également eu la main droite sectionnée à la hauteur du poignet.
La victime est identifiée comme une certaine Mary Gallagher. Mary Gallagher était une Irlandaise venue s'installer au Canada dans les années 1850 environ. C'était une jeune femme qu'on dit de mœurs légères, qui aimait beaucoup les hommes, aimait beaucoup la fête et beaucoup l'alcool aussi. Elle était très pauvre, misérable. Elle avait fait quelques séjours en prison, et en prison, elle avait fait la connaissance de Susan Kennedy. Toutes deux s'adonnaient à la prostitution dans les rues de Montréal au 19e siècle. Dans une chambre voisine, les constables découvrent Susan Kennedy, 26 ans. Dans la chambre à coucher, il y avait Susan Kennedy qui était couchée là. Ses vêtements étaient ensanglantés, elle avait les mains pleines de sang, elle dormait ivre morte. Donc ils l'ont réveillée et ils l'ont fait parler pour savoir ce qui s'était passé. Ils l'ont interrogée et elle a prétendu qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé car elle était tombée endormie. Je crois qu'elle a raconté plusieurs versions de son histoire, dont une à l'effet que des étrangers étaient entrés et avaient tué Mary Gallagher. Les agents procèdent de facto à son arrestation, même si la femme proteste et clame son innocence. Elle jure qu'elle n'a rien à voir dans la mort de Gallagher. Elle accuse plutôt un jeune capitaine de la marine marchande, un client de Gallagher, d'être l'assassin. Susan Kennedy va parler d'un capitaine, d'un homme qui était très beau. Et on sait finalement très peu de choses sur ce gars-là. Susan Kennedy a toujours été convaincue, elle a toujours dit que c'était cet homme-là qui avait assassiné Mary Gallagher. Elle n'avait pas son nom, elle n'avait pas son profil parce qu'elle ne l'avait pas vu, elle l'avait seulement entendu, mais elle savait qu'il y avait une histoire entre Mary Gallagher et ce capitaine de navire-là. Les policiers n'ont pas tenté de retrouver ce personnage-là parce que finalement, on ne sait pas qui il est. Et Susan Kennedy ne dit rien parce qu'elle veut le protéger à tout prix. Alors elle ne dit rien, mais rien du tout. Mais les agents font fi de ces doléances. Le soir même, ils arrêtent également Jacob Myers, le mari de Kennedy. Susan Kennedy avait un mari qui, de toute évidence, était un imbécile, qui s'accommodait, disons, des loisirs de son épouse. C'était un type plutôt agréable, mais il n'était pas tout là. En anglais, on dirait qu'il lui manquait une bougie dans le chandelier. Mais il n'était certainement pas présent lorsque le meurtre a été commis. Vers minuit, alors que le corps se trouve toujours sur place, l'appartement est inspecté par le chef de la police de Montréal, Hercule Paradis, et le détective William Cullen. Dès le début, les soupçons étaient portés sur Susan Kennedy, justement à cause de la façon dont ils l'ont trouvée sur le lit. Certains disent même qu'elle avait certains vêtements de Mary Gallagher qu'elle avait enfilés étrangement. Elle avait beaucoup de sang sur ses vêtements et les mains pleines de sang. Ils ont aussi trouvé une hache. Les policiers ont trouvé une hache quelques temps plus tard, une hache qui était ensanglantée avec des cheveux, probablement des cheveux de Mary Gallagher. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là de l'arme du crime. Sur ces entrefaites, James John Edmund Guérin, un jeune médecin de 23 ans, débarque au 242 de la rue William. Mary Gallagher, elle est assassinée le vendredi midi. Le corps reste là, la tête est dans le panier avec une de ses mains. Et c'est seulement le lendemain, c'est un jeune médecin qui est fraîchement sorti de la faculté de médecine de McGill qui va se rendre sur place et qui va procéder à toutes les observations d'usage à ce moment-là. Dans son constat post-mortem, il écrit que le corps est encore rigide. Selon lui, la victime a été frappée à au moins 14 reprises avec une hache. Il note aussi, sur le visage de la femme, des marques de contusion importantes. Il y avait beaucoup de contusions sur son corps. La tête avait beaucoup de fractures sur le crâne, beaucoup de blessures. Le nez avait été écrasé. Donc, il était clair qu'il y avait eu une bataille avec un objet, un contondant, en tout cas quelque chose qui avait servi à la tuer. Suite à ces observations, le corps est transporté à la faculté de médecine de l'université McGill pour y être autopsié. Pour le pathologiste, il ne fait aucun doute que la victime a été assassinée par une femme.
Certains prétendront que Susan Kennedy n'était pas assez forte pour manier la hache et couper la tête. Ce qu'il y a d'intéressant et même un peu d'amusant, si j'oserais dire, c'est que le rapport du pathologiste a démontré que la façon dont les coups avaient été portés sur le corps démontrait que ce n'était pas un homme qui l'avait fait, mais plutôt la main malhabile d'une femme, parce que les coups n'étaient pas précis. Comme quoi, une femme ne pouvait pas manier une hache aussi bien qu'un homme. L'agresseur de Mary Gallagher, écrit-il, était animé d'une rage hystérique. Une rage qu'il qualifie de typiquement féminine. Susan Kennedy, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est que c'est une femme qui était très jalouse de Mary. Parce que Mary était probablement plus jolie, plus charmante, elle attirait plus les hommes. Et il y avait une rivalité entre les deux, mais pourtant, elles étaient souvent ensemble, soit sur les lieux de travail ou dans les fêtes qui se faisaient justement souvent dans l'appartement de Susan Kennedy. Le 28 juin 1879, l'affaire Gallagher est dans tous les journaux de Montréal. L'histoire de cette prostituée décapitée dans des circonstances nébuleuses fascine les lecteurs. Au poste de police de la rue Yonge, où elle est écrouée, Susan Kennedy continue de clamer son innocence. C'était au moment de la fête nationale et il y avait un grand défilé. Mary et Susan Kennedy sont donc descendues dans la rue pour y trouver leur homme. Elles ont rencontré un type, un marin du nom de Flanagan, qu'elles ont ramené à Griffintown. C'était au deuxième étage du 242 rue Williams. Susan Kennedy louait cet appartement-là avec son mari, Jacob Myers. Il semble que Jacob Myers n'était pas là à ce moment-là. On n'en sait pas trop à ce sujet-là. Alors, ils sont montés là-bas. Ils ont fait la fête toute la nuit. On sait qu'il y a de la boisson qui est mêlée là-dedans. Il y a du whisky là-dedans. C'est un peu nébuleux. On sait que Susan Kennedy, qui a l'habitude de prendre un coup solide, s'en va à la fenêtre qui donne sur la rue. Elle se met à crier après les passants. Alors, il semblerait que des gens, des voisins, Mme Ellen Troy a raconté que Susan Kennedy, dans la journée, se soit mis à la fenêtre de son appartement. Elle était complètement ivre et aurait crié « Il y a longtemps que je rêvais de me venger. J'ai enfin réussi. » Mary Gallagher va venir la prendre, va venir « Reviens-t'en dedans, ça n'a pas de bon sens. Tu cries après le monde. » Elle va la tasser. Elle va lui dire « Écoute, si tu me lâches pas, je te coupe, je te brise la tête avec une hache. » Et puis, c'est à partir de là, sur l'heure du midi, que la locataire d'en dessous, qui est Ellen, et elle et son fils John vont entendre les fameux bruits. Premièrement, de ce qu'on assume être un corps qui tombe sur le plancher, et ensuite les coups d'hache. Plus tard, elle dit avoir été réveillée par des éclats de voix venant de la cuisine. Elle croit qu'un ami de Gallagher, un capitaine de la marine marchande, serait passé à l'appartement pour y assassiner la prostituée de 38 ans. Susan Kennedy vivait à l'étage et au rez-de-chaussée vivait une autre famille, les Troy. Au rez-de-chaussée, on avait entendu beaucoup de bruit, des bangs et des sons de hache, et du plâtre était même tombé du plafond. Alors, ils ont envoyé leur jeune fils voir ce qui se passait. Il est monté à l'étage et a ouvert la porte. De toute évidence, il y avait eu une beuverie. Il y avait des bouteilles vides sur la table. Il a vu dans la cuisine, dans la même pièce, un homme qui était sur la table de cuisine, qui était penché, probablement dans un coma éthylique, ou en tout cas un sommeil profond éthylique. Et il a vu aussi dans la chambre à coucher Susan Kennedy qui était couchée avec un homme. Et on a su par la suite que c'était Michael Flanagan. Il a aussi vu qu'il y avait du sang sur les mains de Susan Kennedy, mais tout de suite après, évidemment, il a eu peur, c'est un jeune homme, un enfant de 13 ans. Il est redescendu tout de suite voir sa mère et il a raconté ça à sa mère. Sa mère n'a même pas voulu monter en haut. Tout de suite, elle est allée avertir les autorités. Malheureusement, les agents n'ont pas daigné se rendre sur place, jugeant qu'il devait simplement s'agir d'une rixe entre ivrognes. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs interrogent tour à tour Jacob Myers, lui aussi écroué à la prison de la rue Yonge, et Michael Flanagan, arrêté au lendemain de la macabre découverte. Flanagan admet qu'il a été entraîné par les deux femmes, admet qu'il a bu avec les deux femmes. Il dit également qu'il était ivre-mort et que lorsqu'il a quitté l'appartement sur les petites heures du matin, il a simplement marché jusqu'à la sortie. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque et l'appartement était plutôt sombre. Sa version est qu'il est sorti sans s'être rendu compte qu'il y avait un corps sur le plancher et une tête dans un seau. Il n'avait rien vu.
On n'a pas de preuves, on ne peut pas l'incriminer de quoi que ce soit. Il n'est pas taché de sang, rien. On le laisse aller, puis ça, c'est très rapide. Quant à Jacob Myers, le mari cocu, son histoire est plus troublante. Son épouse était rentrée à la maison avec un autre homme, et dans ces circonstances, il savait qu'il devait partir. Il a quitté la maison. Il semble même qu'il lui ait rapporté une bouteille d'alcool, mais il n'était pas là durant la beuverie. À son retour, il a trouvé le corps de Gallagher décapité. Sa femme était étendue, seule sur son lit, dans la chambre d'à côté. Curieusement, et malgré l'horreur de la scène, Myers a décidé de ne rien dire aux autorités. Il est ressorti faire des courses, jugeant préférable de se tenir loin de tout ce merdier. Tout ce que je pourrais dire, c'est que la police va rapidement le tasser de l'enquête, parce qu'on va dire que ça ne vaut même pas la peine. Est-ce qu'on pourrait le dire que c'est un simple d'esprit? On ne pourrait peut-être pas aller jusque-là, mais la police ne le considère même pas comme étant un suspect dans l'affaire. Peut-être qu'on dirait à l'époque qu'il était trop innocent. La plupart des gens ont cru que la raison pour laquelle ce meurtre s'est produit, c'est que Susan Kennedy était jalouse parce que c'était elle qui avait recruté Flanagan, qu'il l'avait amené à la maison et que c'était elle que Flanagan allait payer pour ses services. Mais il semble que Flanagan ait préféré la femme plus âgée et beaucoup plus expérimentée. Ainsi, un des prétextes évoqués était que Susan Kennedy était simplement jalouse parce qu'elle avait été volée et privée du client avec lequel elle s'imaginait aller au lit ce soir-là. La question qui demeure en suspens est « a-t-elle été aidée ?» Et nous ne pourrons jamais répondre à ça. Le procès pour le meurtre de Mary Gallagher s'ouvre au Palais de justice de Montréal le 30 septembre. Pour la magistrature, l'affaire est entendue d'avance. C'est Susan Kennedy qui a assassiné la fille Gallagher dans un excès de jalousie. Lors du procès, il était clair que, en l'absence de preuves solides contre l'un des autres témoins, la seule personne qui ait pu faire ça, compte tenu des preuves circonstancielles, était Susan Kennedy. Le jury est allé en délibéré. Ça n'a duré qu'1h20 de délibéré. Même s'ils ne se sont pas tous entendus à l'unanimité, il y avait quand même une bonne part des membres du jury qui étaient convaincus que c'était Susan Kennedy qui était la meurtrière. Ils l'ont donc déclarée coupable et elle a été condamnée à la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive, comme on disait justement à l'époque, le 5 décembre suivant. Par contre, dans les jours qui suivent, on ne sait pas trop pourquoi, mais dans les jours qui suivent, la sentence de pendaison a été commuée en prison à vie. Incarcérée, elle travaillera comme toutes les détenues dans les prisons pour femmes. Elle contractera la diphtérie, qui est une maladie contagieuse, et sera envoyée à l'infirmerie de l'hôpital de Kingston, où elle décédera 16 ans après sa condamnation. 16 years into her sentence. Flanagan sera acquitté des accusations portées contre lui. Mais le jour même où Susan Kennedy aurait dû être pendue, et s'il avait été reconnu coupable, lui aussi aurait dû être pendu le même jour, mais il avait été acquitté. Or, ce même jour, il est tombé d'un bateau et il s'est tué. Il s'est fracassé la tête sur le sol. Et cet événement donnera lieu à une rumeur, comme quoi Dieu, depuis le paradis, avait trouvé le moyen de faire justice. On peut être acquitté en cour, mais on n'échappe pas à la justice divine. Mais l'assassinat de Mary Gallagher a depuis débordé les annales judiciaires. Mary Gallagher est aujourd'hui le plus célèbre fantôme de Montréal. 7 ans plus tard, il y a des gens qui marchaient dans le quartier et qui, par hasard, ont vu une ombre, une silhouette qui semblait un fantôme, finalement. Une dame qui avait la même silhouette que Mary Gallagher, les mêmes vêtements que Mary Gallagher. Elle marchait, elle déambulait un peu difficilement et elle n'avait pas de tête.
Alors les gens se sont mis à dire, mais c'est Mary Gallagher qui est à la recherche de sa tête. Elle revient à tous les 7 ans. Du moins, des gens ont prétendu l'avoir aperçue dans le voisinage. Mais le voisinage a tellement changé depuis que si Mary Gallagher revient chercher sa tête, elle aura bien du mal à se retrouver dans ce voisinage qui a été grandement transformé. On est au coin des rues William et Murray dans Griffintown. Griffintown, il faut comprendre que, v'là environ 100 ans, c'est un quartier qui est extrêmement défavorisé. C'est le quartier le plus pauvre de Montréal. La plupart des maisons qu'on va trouver dans Griffintown sont des bicoques en bois, pas toujours très droites, même souvent construites à même le sol, sur la terre battue. La particularité de la maison où Mary Gallagher a été assassinée, c'est qu'elle a des fondations. Ils ont été démolis, évidemment. En 1963, le maire Drapeau n'aime pas Griffintown et décide de changer le zonage. On part de résidentiel et on s'en va à commercial. Ça veut dire que tout ce qui est démoli à partir de ce moment-là, on ne peut plus reconstruire des maisons. On peut construire des commerces ou des entreprises. Aujourd'hui, les amateurs d'insolites et de macabres de la grande région de Montréal ont rebaptisé le 27 juin le jour anniversaire de Mary Gallagher. En 2005, il y avait un groupe de chasseurs de fantômes qui se sont retrouvés, vraiment plusieurs, ils étaient 30-40, qui se sont retrouvés dans ce quartier-là pour essayer de trouver Mary Gallagher. Et en 2012, la même chose, le 26 juin, il y a encore des gens qui se rendaient sur ce quartier-là pour essayer de retrouver, ou de rencontrer du moins, la dame fantôme qui est toujours à la recherche de sa tête. Croiser une femme sans tête a de quoi déranger. D'autant plus si vous n'êtes pas le seul à le voir. Visiter une maison abandonnée, que l'on dit hantée la nuit tombée, a aussi de quoi terrifier. Mais il existe un endroit unique sur les berges du lac Ontario où les chasseurs de fantômes, la nuit, doivent se réfugier à l'intérieur de la grande demeure désertée pour échapper aux ombres noires qui hantent le parc entourant la propriété. Sur ce terrain, l'angoisse est telle qu'il est impossible d'échapper à ses peurs. Nous venions de terminer un travail à Mississauga. Nous enquêtions sur les propriétés hantées, à la demande de la ville, lorsque le superviseur affecté par la ville nous a demandé si nous voulions jeter un coup d'œil sur une autre maison, vraiment hantée. Mais nous avons failli refuser la proposition, car nous étions très fatigués. Il était tard, il faisait noir, il faisait froid. Mais nous l'avons suivi jusqu'à cette propriété. Et comme nous remontions cette allée, il faisait très noir. Le domaine s'est mis à briller dans l'obscurité. Et là, j'ai eu l'intuition que ça allait être la place. J'étais saisi par l'immensité de cette propriété, de cette maison elle-même. La remise à calèche à gauche était tout aussi impressionnante. La première chose que je me suis dit, waouh, quel beau cottage. En banlieue de Mississauga, sur les berges du lac Ontario, une grande demeure abandonnée au bout d'une allée attire le regard. Tout autour se trouve ce qui était autrefois le domaine Bell Gardner, avec ses parcs, ses jardins, ses boisés, ses bassins naturels et sa vue saisissante sur le lac Ontario, semblable à une mer intérieure. Autrefois, la tribu Ojibwe chassait et campait à cet endroit qui aujourd'hui est redevenu sauvage et exprime toujours une certaine sérénité à la lumière du jour. Mais le soir venu, il en est tout autrement. Cette propriété devient dramatique lorsque le soleil se couche. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec cet endroit, c'est que vous pouvez y marcher durant le jour sans ressentir quoi que ce soit. Vous vous y sentirez bien. Mais la nuit venue, chacun des os de votre corps se glace. Vous marchez là-bas et vous êtes envahi par une envie irrépressible de foutre le camp. Confronté à de nombreuses fausses alarmes, à des rumeurs d'observation de lueurs spectrales, un superviseur affecté à la sécurité par la ville de Mississauga, propriétaire de l'endroit, se confie en 2005 au frère Palmisano, des Ghostbusters bien connus de la région de Toronto et dont Richard est auteur de plusieurs livres sur les phénomènes paranormaux. Nous avons commencé notre recherche en enquêtant sur tous les bâtiments historiques
et les musées de la ville de Mississauga. Nous avons commencé par dresser une sorte de catalogue de tous leurs fantômes et de tous les endroits hantés. Et un soir, un des directeurs de la ville nous a demandé si nous voulions aller jeter un coup d'œil sur une propriété bien précise. Bien sûr, je n'allais pas refuser de visiter une maison hantée. Alors, nous avons pris la voiture et nous nous sommes rendus au domaine. Il y avait une très longue allée bordée d'arbres. Et pendant que nous avancions, nous pouvions voir cette gigantesque propriété qui émergeait de l'obscurité. C'était une vision simplement incroyable. Quand nous sommes arrivés, j'étais très excité par cette propriété, ne serait-ce que par le site qui est franchement fascinant. Aussitôt descendus de leur véhicule, Richard Palmisano et son frère sont témoins de curieux phénomènes qu'ils n'ont jamais vus. Mon frère Paul m'accompagnait et il a l'habitude de toujours s'habiller en noir. Il y avait un petit sentier qu'il a emprunté pour regarder le côté de la maison. Moi, j'étais devant la maison et il m'a appelé. J'ai entendu une sorte de Rick. J'ai jeté un coup d'œil et je croyais que c'était lui que je voyais, un personnage habillé en noir. Ensuite, j'ai réalisé, parce qu'il fume, et que j'ai aperçu la lueur de sa cigarette, qu'il était derrière ce personnage sombre. C'est là qu'était mon frère. Je n'avais aucune idée de ce qui avait pu se glisser entre lui et moi. Ça se tenait juste en bordure du sentier, puis subitement, ça a filé à une vitesse incroyable, jusqu'à un arbre minuscule, comme dans une bande dessinée. Et ça n'est jamais sorti de l'autre côté, disparu. J'étais incrédule, et mon frère aussi. Nous nous sommes regardés et il m'a dit « T'as vu ça ?» J'ai dit « Oui. Et toi, qu'est-ce que t'as vu ?» Et c'était étrange, parce que moi, j'avais vu le personnage tout en noir, alors que lui, de l'autre côté, l'avait vu tout en blanc. À peine leur discussion terminée, ayant décidé de quitter la propriété, les hommes devinent une seconde ombre qui les observe depuis une fenêtre inaccessible au second étage de la demeure. À ce moment-là, nous avons levé les yeux vers une des fenêtres du deuxième étage et nous avons aperçu quelqu'un à la fenêtre. Nous étions incapables d'avoir une vision précise, car il faisait noir, que c'était dans l'ombre et que le rideau bougeait. Nous nous sommes précipités à l'intérieur et j'ai repéré la fenêtre que nous avions observée. Elle surplombait l'escalier et il était impossible pour qui que ce soit de se tenir là où nous avions observé la silhouette, parce que la fenêtre était à 4 mètres au-dessus du plancher. À ce moment précis, j'ai compris que c'était ici qu'il fallait enquêter. Ce même soir, nous avons convenu de continuer notre enquête. Enquête que nous menons depuis maintenant 3 ans. Nous avons passé 3 ans sur cette propriété. Suite à cette première soirée animée au domaine Bell Gardner, les deux frères Palmisano s'interrogent sur le passé de cette demeure abandonnée. En 1937, un jeune et richissime avocat de la défense de Toronto, Charles Powell Bell, achète la parcelle riveraine d'une ferme prospère. Charles a acheté cette propriété, je crois qu'il s'agissait de 43 acres, d'une ferme située directement de l'autre côté de la route. Tout cela était une terre agricole, et je crois que c'était en 1937. Il voulait construire une demeure pour sa nouvelle épouse, Kathleen. Il souhaitait planter leurs racines là, et il a construit cette maison qui a été terminée en 1938. Mais âgé d'à peine 30 ans, Charles Powell Bell meurt subitement. Charles devait décéder 3 mois plus tard. Il n'y aura donc vécu que 3 mois. Après quelques informations prises auprès de la ville de Mississauga sur l'historique de la construction de la propriété, les frères Palmisano rencontrent sur les lieux des agents affectés à la sécurité. Je connais certains des employés affectés à l'entretien et ils m'ont raconté leurs histoires. Certains ont vu un mariage qui se déroulait à l'arrière de la maison. Un mariage de fantômes où la femme était tout en blanc et où l'homme portait un chapeau haute forme et une veste en cul-de-pie. Ils sont restés là à regarder, puis la scène s'est évaporée. Effectivement, Kathleen Bell se remarie au domaine durant la Seconde Guerre mondiale. Kathleen s'est effectivement remariée et c'est à ce moment que la propriété a pris le nom de Bell Gardner, parce que c'était le domaine des Bell.
et qu'elle a épousé un gentleman nommé James Gardner. Et ils se sont mariés à la propriété. Après des années de bonheur, le couple se sépare en 1960. Kathleen a vécu là jusqu'en 1961. La vie y fut superbe jusqu'en 1960, jusqu'à ce que James décide que sa secrétaire était plus séduisante. Il a divorcé et il est déménagé. Divorcée, Kathleen décide de vendre la propriété et c'est Hydro-Ontario qui s'en porte acquéreur. Hydro s'est installé en 1961. C'était à une époque où tout le monde essayait de comprendre la fusion à froid. Ils ont donc installé divers équipements, un circuit très puissant, des transformateurs, toutes sortes de trucs pour mener des expériences sur la fusion à froid. Pendant près de 40 ans, Hydro-Ontario procède à des expériences sur la fusion froide. Ces expériences produisent de puissants champs électromagnétiques. Puis, en 1997, Hydro cède le bâtiment à la ville de Mississauga. Mais les gardiens affectés à la sécurité par la ville affirment que l'endroit est hanté par des présences invisibles. Nous croyons que c'est à ce moment qu'ils ont modifié quelque chose sur la propriété, à cause des expériences. Parce qu'il y a des entités qui n'appartiennent pas à ces lieux. Je crois qu'on pourrait les appeler des ombres, qui n'agissent pas de la même manière que les ombres dont nous avons entendu parler. Ces ombres sont très curieuses à propos de ce que nous faisons et qui nous sommes, mais ils n'ont pas de réelle substance. À plusieurs occasions, les alarmes de mouvement à l'intérieur de la maison sont déclenchées sans que le périmètre extérieur, le terrain, les entrées n'aient détecté le moindre mouvement. Bon nombre des agents de sécurité qui doivent surveiller la propriété rapportent des alarmes intérieures, mais pas d'alarmes extérieures. Donc, quelque chose bouge à l'intérieur sans avoir franchi le périmètre extérieur. Alors, ils doivent venir vérifier et plusieurs ont vu des choses à la propriété. Les gardiens de nuit affectés à la sécurité éprouvent un sentiment d'angoisse. Ils craignent davantage de se retrouver sur le terrain qu'à l'intérieur de la maison elle-même. Sur cette propriété, quand vous êtes en train de faire le guet à l'extérieur, la seule envie que vous avez, c'est de rentrer dans la maison. Parce qu'au fond de vous-même, vous ne vous sentez pas en sécurité sur le terrain. Quand vous entrez dans la maison, vous vous sentez mieux. Pour une raison quelconque, lorsque vous êtes dehors, il y a beaucoup plus de choses inquiétantes qui vous glacent le sang. Pire que lorsque vous êtes à l'intérieur. Ce qui se déroule à l'intérieur est inquiétant, mais beaucoup moins qu'à l'extérieur. Lors de leur enquête au domaine Bell Gardner à Mississauga, Richard et Paul Palmisano décortiquent l'historique des lieux eux-mêmes. Dans le cadre de nos recherches historiques, nous sommes remontés au-delà de la période de construction de la maison. Et nous avons appris que c'était un territoire amérindien. Un territoire très important, puisqu'il bordait le lac Ontario. Et non seulement bordait-il le lac Ontario, mais vous y trouviez également l'embouchure de Joshua Creek, le ruisseau Joshua, qui traversait cette propriété. Alors vous aviez accès aux deux voies navigables les plus importantes aux yeux des Amérindiens de l'époque. Subséquemment, nous avons découvert que juste à la limite de la propriété, il y a un cimetière amérindien, un territoire hautement sacré. Et cela pourrait avoir un rôle à jouer quant aux phénomènes paranormaux qui se déroulent sur la propriété. La piste Ojibwe, si on l'appelle comme ça, ce sont des gens, les Ojibwe, qui se déplaçaient continuellement sur cette propriété. Et on rapporte que beaucoup de spectres d'Amérindiens ont été aperçus se déplaçant dans cette zone. Maintenant, l'écart entre ces deux mondes est tellement considérable que les Amérindiens décédés, qui continuent de faire leur vie traditionnelle, ne voient même pas la maison. Pour eux, c'est un simple terrain vague. Richard Palmisano organise pour son groupe une première journée d'enquête à la résidence Bell Gardner. Une fois que nous avons eu accès à la propriété, nous l'avons occupée. Nous venions chaque samedi. Nous y passions du temps. Nous avons installé des équipements de surveillance dans la maison et c'est là que nous avons commencé à voir ce qui se passait à l'intérieur. Le groupe visite chaque étage de la maison, de la cave au grenier, pour dresser un plan des étages
prendre des lectures des champs électromagnétiques, noter la température et l'humidité de chaque pièce. Les maisons, tout comme la lumière, attirent l'énergie. La lumière attire les moustiques vers elle, les maisons attirent l'énergie. Et parfois, vous avez ce qu'on appelle une ouverture, un portail entre deux mondes, où l'énergie spirituelle va et vient. Lors de la visite, Paul est attiré par une fenêtre du second, s'ouvrant sur le balcon dominant le ruisseau Joshua Creek. Dès nos premières visites au domaine Bell Gardner, nous avons pu déterminer que toute une famille d'esprits errait dans la maison. Mais aussi les spectres des travailleurs. Ces fantômes semblaient davantage inquiétés par notre présence que nous par la leur. Durant notre enquête sur le domaine, ce qui nous a effrayé le plus a plutôt été ces entités noires tout autour que nous ne parvenions pas à identifier. Alors, nous avions ces spectres qui circulaient sur le terrain et nous avions la maison elle-même qui comptait plusieurs habitants de l'au-delà. Telle Kathleen qui est revenue, elle est là, elle chante. Nous entendions de la musique et elle chantait. Nous avons également ses aides, un duo de servantes comme Anarita qui continue à nettoyer certaines portions de la maison. Le fils de Anarita, dont le nom est Danny, de fait, il l'appelle Danny Boy, et ils sont très protecteurs à son égard. C'est un jeune enfant qui bouge beaucoup. Paul, très sensitif, a aussi des visions et surtout des illusions auditives. Il entend rouler un tricycle sur le parquet et rire un petit garçon, Danny Boy, et une petite fille, Tonya. Henry, qui est une sorte de... Je crois qu'il est responsable des serviteurs. Il pourchasse continuellement Danny pour le protéger de nous, comme s'il avait peur des enquêteurs de fantômes qui envahissent la maison. Et il dit toujours, « Danny, reviens. Attention, éloigne-toi. » Il me semblait que cet esprit en particulier cherchait à éloigner le petit garçon, Danny, de notre présence. Parfois, il se montrait agressif envers nous, provoqué par nos caméras et notre équipement. Sur les enregistrements, il semblait nous dire « On ne veut pas de vous ici. » Comme Paul Palmisano a senti la présence d'au moins 2 enfants dans la résidence Bell Gardner, Richard apporte une poupée qu'il laissera dans un passage de la demeure, constamment filmée par une caméra de surveillance. La poupée disparaîtra mystérieusement durant la nuit. Le passé de la demeure n'est pas si heureux qu'imaginé au départ par les frères Palmisano. Certaines voix chuchotées en sourdine sur les enregistrements, ces échos passés appelés EVP, révèlent un épisode tragique. Danny, le jeune fils d'Anarita, qui lui portait pourtant une attention maladive, est retrouvé noyé dans le ruisseau derrière la propriété. Malgré le décès de son fils, Anarita tenta pendant quelques mois de travailler au domaine, mais finit par mettre fin à ses jours, en se pendant au balcon. Puisque les gardiens ont mentionné craindre s'aventurer près de la remise à Calèche, le Coach House, c'est l'endroit que les médiums du groupe de Palmisano entendent visiter. En s'y rendant, l'une des médiums a une impression diffuse et s'immobilise. Michel, qui accompagne le groupe, voit une tombe. Elle imagine une fillette morte. À l'intérieur du Coach House, les médiums sont assaillis par des images d'un homme effrayant, des images de bonbons, des images d'une fillette noire. La remise à Calèche a été un endroit très intéressant. Au début, nous avons installé 2 caméras, puis une seconde fois, une seule au premier étage. Quand nous avons quitté en fermant la porte à clé, l'esprit enfermé à l'intérieur est devenu très en colère ou très déçu de notre départ. Nous ne parvenions pas à déterminer son sentiment. C'était un esprit solitaire. Sur les enregistrements EVP, on l'entendait s'excuser s'il toussait ou faisait du bruit. Les EVP, les enregistrements de phénomènes de voix électroniques, sont de faibles échos que l'on entend sur certaines fréquences. À la manière d'un casse-tête composé d'impressions, le passé se révèle graduellement dans les enregistrements EVP. Chacun des nombreux spectres
n'est perçue que dans un lieu précis dans la demeure. Mais la présence de Tonya est tout aussi bien ressentie à l'intérieur de la maison que dans la remise à calèche ou que dans les champs tout autour. Après plusieurs semaines d'enquête, Richard me dit « Je ne pense pas que le fantôme de Tonya appartienne à cette maison. Je me demande ce qu'elle fait ici. » Mais aussitôt que l'on s'est mis à enquêter sur la ferme voisine, la Gold Medal, nous avons compris, c'est là que Tonya avait vécu. Les Palmisano ont l'impression que Tonya vivait dans la Gold Medal Farm, la ferme en face du domaine Belle Gardner. Et c'est là que l'histoire devient plus opaque, plus dramatique. À la fin de l'année 1937, on construit le domaine qui a été acheté de la ferme originale. On a tous les matériaux de construction sur place. Et on a embauché un gardien pour les surveiller. Alors le gardien reste sur le domaine, jour et nuit, pour jeter un œil sur le matériel, afin d'éviter qu'il soit volé. Comme tout enfant, la petite Tanya, lorsqu'elle avait du temps libre, descendait vers Joshua Creek pour jouer ou tenter d'attraper du poisson. Il faut comprendre que durant toutes ces années, le ruisseau qui borde le lac Ontario appartenait à la ferme. Elle était donc habituée de traverser ce champ pour s'y rendre. Maintenant, il y a cette construction en cours, mais elle passe tout de même au même endroit et cet homme, le gardien, la voit passer. Pour les voyantes, Tonya se serait liée d'amitié pour ce gardien solitaire. Mais les images mentales que perçoit Michel sont confuses. Elle a également des visions de violence et d'agression envers la fillette. Toujours est-il qu'un matin, le gardien s'est retrouvé près de Tonya gravement blessée. Maintenant, vous avez tous ces travailleurs agricoles qui travaillent à la ferme, qui entendent les cris et qui se précipitent en courant. Mais lorsqu'ils arrivent, la petite est morte. Tonya s'est-elle blessée mortellement en tombant? Ou le gardien l'a-t-il agressée comme l'ont pensé les travailleurs de la ferme? Cela a provoqué bien sûr la colère des travailleurs. Et durant le laps de temps que mettra le maître de la ferme à se rendre sur les lieux, le type a été lynché. On l'a pendu à la branche d'un arbre près de la maison de ferme. On l'a donc traîné pour le ramener sur le site des travaux. Comme il y avait une fondation prévue pour les écuries, on a acheté son corps dans l'espace prévu pour le plancher. On l'a recouvert de terre et le lundi matin, l'entrepreneur et son équipe, qui ignoraient tout, ont simplement construit le bâtiment autour du cadavre. Alors, il est toujours là, et je crois que c'est là l'origine de l'entité démoniaque qui hante l'écurie, la remise à diligence. Il est toujours là. Après avoir enquêté pendant 3 ans le domaine Belle Gardner, Richard Palmisano et son équipe récupèrent leur équipement et s'apprêtent à quitter définitivement les lieux. Si on croit que ces souvenirs, que ces événements vont disparaître avec le temps, moi je ne crois pas. C'est un peu comme écrire un livre. Ceci constitue un chapitre à l'intérieur du livre de la propriété. La mort de Tanya, la pendaison du gardien. Ces événements sont inscrits à jamais dans l'histoire du domaine et ils vont perdurer tant que ces esprits habiteront la propriété. Tout est affaire de mémoire. Les esprits vivent sur le terreau de la mémoire. C'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce que nous avons. Sans nos souvenirs, nous ne sommes plus rien. Ce dernier jour, près de l'entrée, Paul aperçoit la poupée qu'ils avaient apportée là 2 ans plus tôt et qu'ils n'avaient jamais retrouvée depuis. Ses yeux de verre ont été arrachés. Mauvaise blague ou message d'outre-tombe. Lorsque tout s'articule comme si des forces invisibles s'amusent à transformer certains objets ou certains lieux en aimants de la malchance, ou quand les coïncidences paraissent trop bizarres, la culture populaire, invariablement,
les amplifie au point d'en faire de véritables légendes urbaines. L'histoire ne retient-elle pas davantage les malheurs que les rares moments de bonheur qualifiés justement de sans histoire? Et comme le disait si bien l'écrivain américain d'origine russe Vladimir Nabokov, plus on prête attention aux coïncidences, plus elles se produisent.